OK? Peut-être un petit aspect qu'on n'a pas parlé, c'est de la souffrance que crée la quête de la compétition. Je regardais cette semaine un séchoir à fruits. Puis ça me faisait penser à quelque chose, c'est que ces fruits-là ils rapetissaient de volume d'à peu près 6 fois, puis quand tu les remettais dans l'eau, après ça, ils reprenaient leur volume initial. Tu sais. Ça me faisait penser à l'homme, finalement, que quand on cherche de la connaissance ordinaire, si tu veux, la connaissance livresque, on sèche un peu. Puis quand tu commences à toucher à cette nouvelle énergie-là, c'est comme si tu prends du volume, mais là, il y a des formes qui sautent, mais c'est pas toi nécessairement qui les fait sauter. C'est pas tout à fait la même souffrance que la souffrance de la compétition. Tu pourrais-tu parler de ces deux souffrances? Mais la première souffrance que tu aurais à l'intérieur de toi, c'est la souffrance par rapport à la désillusion que tu as, toi, avec ce que tu aimerais que l'extérieur soit et ce qu'est à l'extérieur. Alors, ce qui fait que tu n'as pas ce que tu veux, tu souffres. Tu perds ce que tu voulais garder, tu souffres. Tu as quelque chose, tu as peur qu'à un moment donné, ça s'en aille. Effectivement, ça s'en va vu que c'est temporel. Alors, ce qui fait que la première souffrance, la plus grosse, va être celle que tu vas avoir quand tu vas comparer l'idée que tu as de ce que devrait être l'extérieur et ce qu'il est dans sa réalité. Alors, c'est la première souffrance chez l'homme. Ça comprend la souffrance physique, ça comprend n'importe quelle souffrance. La deuxième souffrance, c'est quand l'homme lui-même se fait sculpter par l'énergie supramentale. Alors, c'est plus un contexte de comparaison entre une idée que tu voudrais que soit la réalité et ce que tu découvres qu'elle est. Tu veux qu'il fasse soleil, il pleut, tu vas souffrir. Si tu es un cultivateur, si tu fais du pouce, tu veux que ta mère vive, elle meurt, tu souffres. Bon, alors tu as une idée de ce que tu voudrais, là tu vas souffrir. Mais la deuxième sorte, tu n'as pas de désir. Tu peux avoir une peur, tu peux désirer ne pas vouloir évoluer parce que ça fait mal. Tu vas souffrir encore plus parce que tu vas évoluer pareil, tu n'as pas le choix. Tu es attiré par un faisceau d'énergie de type astral ou de type supramental, mais tu ne veux pas, tu y vas. Alors, ce qui va arriver, c'est que la deuxième forme de souffrance, c'est celle qui va être opérée par un sculptage. Alors, tu dois avoir des désillusions données en leçon par la vie ou par l'énergie supramentale pour t'obliger à te transformer. C'est-à-dire qu'en réalité, tu te transformes, donc automatiquement, il y a des morceaux qui ne peuvent plus tenir là. L'énergie nouvelle, qu'est-ce qui souffre? Tu ne souffres pas longtemps quand tu souffres intelligemment. Tu es un morceau, disons une pomme, avec un petit peu de ciment pris après. Alors, le ciment et la pomme, prenons un verre. Le verre et la pomme sont intimement reliés, ce qui fait que si le verre souffre, la pomme finit par souffrir. Dans sa réalité présente, c'est pas comme ça, mais c'est que ça donne au niveau de la psychologie de l'homme. Alors, ce qui arrive, c'est que quand une nouvelle énergie descend à l'intérieur, le verre est expulsé à l'extérieur. Et le verre va souffrir le temps qu'il est expulsé, donc il fait souffrir la pomme, et du moment que le verre est rejeté à l'extérieur, le verre continue à souffrir, mais plus la pomme. Alors ce qui va arriver, c'est que toi, dans ta psychologie, l'énergie descend en toi, dans la forme de ta psychologie la plus similaire à celle de l'énergie descendante, elle va être transformée par l'énergie descendante, et le reste va être expulsé à l'extérieur. Il va y avoir souffrance intelligente. Le temps où le morceau qui n'est pas en vibration, en résonance vibratoire, avec le gros de ton entité, le gros de toi-même, il y a une souffrance quand c'est en train d'être expulsé. Une fois que c'est expulsé, dans l'astral planétaire, cette souffrance-là se poursuit. Le verre continue à souffrir à l'extérieur de la pomme. Mais chez l'être qui vient d'être purifié, la souffrance disparaît instantanément. Si la psychologie astrale s'en mêle, donc s'il y a mémoire, il va automatiquement y avoir lutte contre l'expulsion de l'objet pour ne pas perdre cette mémoire de l'objet. Tu perds cette morceau de ta psychologie, tu perds donc une parcelle de toi. Mais une parcelle de toi qui ne peut pas faire partie du nouveau toi. Quand tu renais une deuxième fois, tout ce qui ne peut pas renaître avec toi doit être expulsé. Si ton corps physique doit disparaître, il va disparaître. Tu vas mourir pour renaître dans un autre monde. Si tu peux garder ton corps physique, donc si tu as réussi à augmenter ou à harmoniser le schéma vibratoire de tous tes corps, tu vas pouvoir devenir un nouvel homme, mais tu n'auras pas nécessairement à perdre de gros morceaux comme un corps complet. Mais il y a des particules qui doivent s'en aller et qui peuvent devoir réellement décoller en amenant une souffrance lorsqu'elle se retient et lorsque tu la retiens. L'énergie supramentale passe, vient couper ça, c'est éliminé. La parcelle éliminée, elle continue à souffrir, mais va amener sa souffrance dans l'astral. Ce qui va avoir comme résultat d'énergiser l'astral et de donner l'idée à un individu en train de se conscientiser, en train de recevoir l'énergie,
que ça peut être très souffrant, puis ça peut amplifier la souffrance chez un individu qui pourrait être manipulé par une forme d'énergie de ce genre-là. Alors, ce qui est éliminé de toi dans l'astral poursuit sa souffrance, mais pas toi. Sauf si tu te retiens avec. Tu gardes une mémoire de l'objet, tu vas de temps en temps avoir une nostalgie de l'état où tu étais. Comme celui qui quitte son pays, qui découvre un pays meilleur, ben 10 ans après, il peut avoir une nostalgie de son pays. Même si c'est un pays qui était en guerre, un pays qui était à feu et à sang, ben, à un moment donné, tu as toujours une nostalgie. Alors, dans l'évolution, il peut se passer les mêmes phénomènes, et ces phénomènes-là, dans l'évolution, sont des phénomènes qui sont réellement évolutifs, parce qu'ils rapprochent l'objet qui a été expulsé de toi, puis ils peuvent même aller jusqu'à la replacer après toi. Alors, ce que tu dois gagner, tu le repères. Okay. C'est comme un processus de succion, finalement, qui... OK, on tombe dans la compétition des arts martiaux. Que pensez-vous de Bruce Lee? Était-il en contact avec une énergie particulière? Comment expliquer sa compétition? Bon, alors si on parle de Bruce Lee, on va parler un peu donc des arts martiaux. Bruce Lee était en compétition pendant longtemps, au même titre que Mohamed Ali ou Cassius Clay, qui était le même bonhomme. Une compétition égoïque, en ce sens que lui se croyait à être le meilleur. Mais ce qui lui est arrivé, l'art qu'il pratiquait étant différent de la boxe, son cerveau n'a pas été détruit à force de manger des coups, ce qui est le cas de Mohamed Ali, qui commence à avoir une espèce de maladie de Parkinson, plus différents problèmes mentaux. Alors, Bruce Lee il était convaincu qu'il était le meilleur sur la Terre, au niveau du corps physique, donc, et du combat. Mais ce qui lui est arrivé une affaire absolument terrible, c'est qu'effectivement, il était le meilleur. Et il est devenu le meilleur. Il a donc découvert que ce qu'il croyait, c'était vrai. Et puis ça, c'est renversant, c'est bouleversant chez un individu. Tu as toujours la croyance que tu vas rencontrer Dieu un jour, mais la journée que tu rencontres Dieu, tu te sauves. Mais si c'est toi qui es le meilleur, où veux-tu te sauver? Alors, il n'y a pas le choix. Quand tu rencontres une énergie ou quand tu arrives à un sommet où il n'y a plus de supérieur, tu es le meilleur, tu dois faire deux choses. Tu te suicides parce que simplement que tu n'as plus de compétition, et n'étant qu'un être de compétition, où elle est la compétition? Elle est exactement comme dans le paradis céleste, le paradis dans le ciel, celui qu'on nous promet à notre mort, un paradis où rendu là, il n'y a plus de compétition. Alors, tu n'as plus faim. Tu as tout ce que tu veux. Ou tout ce que tu ne veux pas avoir, ben, tu l'élimines. Il n'y a plus de compétition, et instantanément, la psychologie de l'homme qui vit dans un phénomène compétitif se dit, mais ça va être plate en maudit au paradis. Mais ce paradis-là n'existe pas comme on le pense, puis de toute façon, le paradis, il n'est pas dans l'astral planétaire, il n'est pas au ciel, puis il n'est pas sur la terre. Bon. C'est un état, c'est pas un endroit. Un état d'être, c'est pas un endroit. Alors, Bruce Lee, quand il est arrivé à l'état summum, où il a été capable de prendre des individus, des champions de karaté mondiaux, ceux qui étaient reconnus comme étant les meilleurs, de leur demander de venir tourner un film avec lui et de se faire battre par lui dans le film. Pour que ces individus-là, qui étaient les meilleurs, qui étaient comme 7 fois champions mondiaux de karaté, Chuck Norris, qui étaient comme différents individus qui ont été se battre là, des champions en taekwondo, des champions en kendo, technique du sabre, etc., pour qu'eux autres viennent se battre dans un film avec lui et en public se fassent battre par Bruce Lee. Il a fallu avant que Bruce Lee les batte pour le vrai, ou leur prouve que réellement il était supérieur. Il n'avait plus de compétition possible. Il n'avait qu'une chose, exprimer une énergie de puissance. Cette énergie de puissance, elle n'a pas eu le choix. Bruce Lee, c'est un être, disons, différent de ce que la publicité a voulu nous faire connaître. C'est un être différent de tout ce que l'on connaît. C'est un être qui, déjà, pendant son enfance, a été en contact avec un individu qui est connu dans la cosmogonie d'Eurasia, un individu qui lui a amené une forme d'énergie, énergie qui lui a permis, lui, d'arriver à perfectionner, disons, l'art martial, l'art de combat réel avec lui-même, à un point tel que l'art de combat qu'il pratiquait a opéré chez lui une mutation de ses neurones, une mutation de sa psychologie et une mutation de ses corps vital et corps physique. Alors, ce qui fait que l'énergie amenée par l'initiateur d'Abraham, quand Bruce Lee l'a rencontré, lui a donné la capacité, justement, de comprendre des canalisations d'énergie et par une pratique d'art martial
poussé à son extrême, arriver à pouvoir se transformer, donc muter. Parce que les arts de combat qu'on pratique au Québec ou dans le monde ne sont que des sports de combat ou des sports de cassage de gueule. Bon, ou des techniques d'autodéfense. Mais ce ne sont pas des arts de combat. L'art, c'est quand tu prends quelque chose de banal et que tu l'amènes à un summum. Et le terme art martial ou art de combat, martial voulant dire guerrier, militaire, c'était des techniques martiales. Et quand certains individus, en contact avec des énergies supérieures, comme Lao Tzu, comme Kung Fu, ont transformé la technique martiale pour faire en sorte que l'individu se batte contre lui-même, mais pas en ce sens que l'individu arrive à une compétition où il va devoir prendre un concept et le faire battre contre un autre concept. L'individu qui pratique un art de combat, donc arrive à placer ça au niveau de l'art, et non pas au niveau d'une simple technique, ce que Bruce Lee a fait, arrive à pouvoir se perfectionner lui dans une technique où il va obliger le corps physique à travailler par des coups, par des déplacements circulaires, comme on a en Aikido, comme on a en Tai Chi, comme on a en Judo, par des mouvements où il devra contrôler son corps, contrôler l'énergie qui s'appelle le Ki, on a en Aikido, qu'on a en Ki-Ai, l'énergie vitale de l'être humain, celui qui permet à ses cellules de rester en vie. L'énergie vitale permet aussi la transformation neurologique de l'être humain, transformation musculaire, transformation des nerfs, transformation des neurones et de toutes les cellules cérébrales qui ne sont pas des neurones et qui côtoient les neurones. Cellules que la médecine ne connaît pas, du moins ne sait même pas à quoi ça sert. Ces cellules-là ont une utilité extraordinaire, c'est qu'au lieu d'être reliées au plan astral comme le sont les neurones et au plan mental, c'est des cellules qui vont se mettre en marche reliées au plan supramental. Alors disons, revenons à Bruce Lee, la technique même de pratique de l'art martial, quand tu travailles ton corps, tu finis par obliger le processus mental à découvrir ce qui se passe dans le corps physique. Donc, tu obliges le cerveau à devoir faire de nouvelles connexions neurologiques pour pouvoir, à un moment donné, contrôler le corps physique d'une manière plus adéquate. Plus un individu se pratique à faire quelque chose de précis, plus il devient précis. Mais plus il devient précis, plus sa pensée devient précise. Plus l'individu arrive à être en équilibre physiquement, il va aussi opérer un équilibre psychologique. Alors, plus l'individu arrive par une technique particulière, comme ce que Kung Fu le premier a amené en Chine, dans les temples Shaolin, dans le temple Shaolin, ce qui s'appelait le Kempo et qui est devenu par après le Kung Fu, et on a ressorti du Kung Fu le Tai Chi Chuan ou Tai Chi Chuan, okay? Chi qui est l'énergie vitale, qui est une technique similaire au yoga, mais qui a comme avantage de développer le corps en épaisseur, ce qu'aucun autre sport va faire. Alors, l'art martial tel que lui le pratiquait, il l'a pratiqué à sa façon parce qu'il a été énergisé par un Melchisédek. Et Bruce Lee a donc travaillé son art. Il a vécu, il était capable de monopoliser tout ce qu'il y avait comme contingent martial sur la planète Terre en termes de technique. Il a pu mettre à ses pieds les meilleurs pratiquants, les meilleurs championnats compétiteurs de ces arts-là sur la Terre. Et il en est arrivé à un point tel où, dans les vues qu'on a vues, tout ce qu'on peut voir, évidemment, c'est du sang qui bat tout le monde. Je veux dire, c'est un résultat, c'est comme l'alchimie, l'art martial. Ceux qui voient l'alchimie comme étant simplement faire de l'art, pourraient s'acheter ce qu'on veut. Il y a eu plein d'alchimistes comme ça. Ceux-là étaient des personnes qui n'avaient rien compris à l'alchimie véritable et qui n'avaient vu que l'alchimie physique. Ce qui est le cas pour toutes les écoles d'arts martiaux qu'on a sur la planète Terre, ou presque. Et ils n'ont vu que le résultat matériel, le résultat d'efficacité en termes d'autodéfense ou en termes d'expressivité de ton orgueil. Mais l'art martial, ça c'est des sports de combat, des sports martiaux. L'art martial raffine l'homme à un point tel que l'homme n'a plus besoin de se battre avec l'extérieur. L'homme découvre la réelle quête de quelque chose dans la perfection de son corps physique, ce que l'alchimie va faire aussi par un processus peut-être plus chimique. Alors, Bruce Lee est arrivé à un point, et il avait été averti par ce messager-là, qu'il a rencontré lorsqu'il était jeune, qu'un jour, il devrait mourir ou disparaître. Parce qu'il va devoir exprimer une énergie qui ne sera pas une énergie de compétition. Lui n'a pas pu comprendre à l'époque, il ne visait que la compétition. Mais il est arrivé au summum, non pas seulement dans le résultat matériel, mais dans la réelle alchimie de l'art martial, celle où réellement tu deviens un surhomme.
Et ce surhomme-là, ben, on l'a vendu dans tous les marchés, puis on a ouvert les écoles d'art martial, surtout de karaté, pour dire au monde qu'ils vont donner des surhommes et des surfemmes. Non, tu deviens sous-homme et sous-femme parce que tu vas là parce que tu as peur de te faire attaquer. Et quand tu fais une démarche alchimique ou martiale au niveau de l'art pour fuir ou pour compenser une lacune, tu n'arrives à rien. D'ailleurs, Bruce Lee, en fouillant dans des mémoires, Bruce Lee a déjà dit lui aussi que l'être humain, dans la technique de combat, s'il avait un bon coup de poing ou un bon mouvement, il ne perfectionnait que celui-là en compétition. Alors que l'être qui veut devenir parfait en art de combat devrait pratiquer son bon mouvement et développer tous ceux qui ne l'ont pas bon parce qu'il n'arrivera jamais à être efficace dans un véritable combat. Ce qui est, en essence, ce que j'ai dit au niveau de la compétition, où tu ne dois pas avoir une élite, ni dans une technique, ni dans ta pensée, ni dans une société. Alors, Bruce Lee n'est pas mort comme on le pense. Le corps qu'on a autopsié, il n'était pas le corps de Bruce Lee. Et Bruce Lee s'est retiré dans la jungle. Bruce Lee s'est caché parce que présentement, il a une mission à faire, c'est-à-dire pour lui-même. Il va finaliser certains phénomènes et il va revenir dans la société, pas sous le nom de Bruce Lee, mais sous un nom absolument anonyme. Disons que Bruce Lee a passé par des phénomènes initiatiques de haute initiation, des initiations qui sont presque terminales sur la Terre. Les individus qui sont passés par les mêmes initiations que lui, on a eu Lazare ou le comte de Saint-Germain, on a eu le Nazaréen, on a eu quelques autres que je ne vais pas nommer parce qu'ils sont présentement plus près du Québec que l'on peut penser. Ces individus-là sont passés par une initiation de feu solaire, terminante ou presque terminante, disons la 6e initiation, tu as une 7e, il y a juste un Nazarien qui l'a eu jusqu'à date et qui l'a réussi. Bruce Lee a eu une initiation, il a rencontré un être, un catalyseur, un Melchisédek, le même Melchisédek qui a rencontré Abraham, et il a perfectionné certaines choses pour arriver à lui devenir une espèce d'outil pour permettre à des formes d'énergie de pouvoir s'exprimer sur la planète Terre. Le Nazaréen, dans son passage pour lui-même, a créé dans l'astral une forme d'énergie. Lazare ou le comte de Saint-Germain ont créé les mêmes phénomènes. D'ailleurs, le comte de Saint-Germain, lui, a travaillé surtout au niveau de l'énergisation du phénomène astral. Présentement, on a lui et un autre individu sur la planète Terre qui vont s'occuper de détruire l'astral, c'est-à-dire de subtiliser l'astral, comme on en a parlé à la dernière conférence. Alors, si on regarde Bruce Lee au niveau de la compétition, il était l'expressivité même de la compétition extérieure-intérieure et intérieure totale au niveau de ses corps. Jusqu'à un moment donné où, là, on laisse tomber les vues de Bruce Lee, où ce qu'il exprimait, ce que le réalisateur voulait bien exprimer. La puissance animale même d'un surhomme qui contrôle, lui, donc son émotivité, donc une compétition intérieure, et qui contrôle tout l'extérieur, donc compétition à l'extérieur. Ça, c'est dans les films. Il a été ça. Il n'était plus ça vers la fin, et Bruce Lee, d'ailleurs, a déjà écrit un scénario qui est extraordinaire au niveau des arts martiaux. C'est le seul film qui a été tourné qui réellement exprime l'art de combat. Et c'est La flûte silencieuse. Lui devait le tourner, il est disparu avant, et c'est David Carradine qui l'a tourné avec un autre. Celui qui était la vedette de l'émission Kung Fu à la télévision. Bon. Alors, donc, ce film-là, il a été traduit en français sous le terme « Le cercle de feu » ou « Le cercle de fer ». Alors, donc, ça ne s'ajoute plus à la télévision parce qu'il n'y avait pas suffisamment assez de cassage de gueule dedans, mais c'était réellement un film initiatique au plus haut point, où le combat n'était que facultatif, mais avait été intelligent quand il y avait lieu, et puis c'était un aboutissement absolument terrible dans l'évolution. C'était un film plus puissant que Jonathan Livingston, puis qui a réveillé énormément de monde. Alors, la compétition, dans le terme de Bruce Lee ou des arts martiaux, un art de combat, c'est de l'alchimie. Mais de l'alchimie qui ne demande pas nécessairement de passer par un processus mental. Des individus qui peuvent le faire le font. Les individus qui ne peuvent pas peuvent passer par un processus physique. Ils ont tous un corps physique suffisamment adéquat. Sinon, on a des méthodes de conditionnement physique reliées à certains arts qui vont amener leur corps physique dans un état suffisamment adéquat pour, après ça, opérer un processus de mutation de la même façon que Bruce Lee l'a pu le vivre et comme plusieurs ont pu le vivre. Parce que les moines Shaolin et Kung Fu Shu, le Tao et le Wiking est basé justement sur, de façon, a été développé par des pratiquants de l'art de combat. Mais là, je ne parle pas de l'art guerrier.
Alors, Bruce Lee a été un compétiteur, il n'est plus un compétiteur, il n'est pas mort non plus, il est disparu à 33 ans, il n'est pas mort à 33 ans. C'est pas le seul qui disparaît à 33 ans, mais il n'est pas mort non plus à 33 ans. D'accord? Alors, disons qu'on ne parlera pas trop de son phénomène ésotérique ce soir, on va à un moment donné en reparler. C'est un cas très intéressant d'ailleurs que tu soumettais là. Alors, un jour, on en reviendra sur Bruce Lee, qui est un initié, mais qui a dû énergiser l'astral dans un domaine, celui de la colère, celui de l'agressivité, mais surtout celui de l'efficacité dans le domaine de la matière. Les films expriment l'efficacité par les points, mais il y a les derniers films, enfin pas les premiers films, les derniers films qu'il a fait expriment aussi une philosophie, expriment quelque chose d'autre, et lui, les films, c'était plus son moyen d'expression. Pourquoi? Parce que l'expression a dû être détruite. Bruce Lee ne peut pas continuer à s'exprimer par la pellicule parce que toutes les écoles, le résultat d'impression sur la population est un résultat qui a été, disons, l'astral normal de la masse est approprié pour lancer un art d'autodéfense dans une société où tu ne peux pas bloquer une balle de fusil de ton poing. Alors, ce qui fait que le système d'autodéfense, disons, était inadéquat. On avait suffisamment d'écoles déjà présentement avec des techniques suffisantes. Alors, donc, il a été retiré de l'expressivité de l'écran par des énergies. Il mourait ou il disparaissait, ce qui était la même chose par rapport à la population. Il ne fallait plus qu'il soit là. Alors, disons qu'il est mort, mais il est vivant, et puis il ne compétitionne plus. Il a passé par l'étape de la compétition extérieure, l'étape de la compétition intérieure, jusqu'à l'art de combat dans son cas, où plus aucune compétition, plus de compétiteurs. Mais plus de compétiteurs ne veut pas dire que tu es en haut de la pyramide, veut dire que tu te juges, toi, de par toi-même. Pas de par des concepts que tu as dans ta psychologie, de par une chose intelligente, intellectuelle ou supramentale et une réalité. J'ai pas pu monter plus vite les marches, pas une poire. Si tu regardes juste au niveau des arts martiaux, on parle de Bruce Lee, Jigoro Kano avait dit qu'une défaite n'était simplement que l'expression du fait que tu avais encore à t'améliorer et que regretter une défaite était une deuxième erreur. Et c'est des arts martiaux. Les arts. Donc, il est un exemple de quelqu'un qui a concrétisé la vitesse de l'esprit dans la matière. Puis plus que ça, aussi l'harmonie de... OK. Quelle est l'importance de se situer par rapport à l'évolution? Signé Claude. Bon. Se situer par rapport à l'évolution, ça n'a aucune importance. Mais là, suivez-moi bien. Qu'est-ce que l'évolution? Alors, comment se situer? Est-ce qu'on se transforme ou non? Donc, est-ce que j'évolue ou si je n'évolue pas? On pourrait dire se situer par rapport à là. La régression chez l'homme est évolutionnaire. Et l'évolution chez l'homme est évolutionnaire, mais plus souvent involutionnaire. L'individu qui, pendant un certain temps, régresse ou a l'impression de régresser, ou encore l'extérieur lui dit qu'il régresse, parce que l'extérieur se mêle aussi de te situer de ton évolution. Alors cet individu-là ne fait que vivre un phénomène qui va le relancer plus loin. Mais l'individu qui tient à se situer dans l'évolution, qui tient à voir s'il évolue, il est en compétition par rapport à lui-même et par rapport à l'extérieur, parce que pour se situer par rapport à l'évolution lui-même, il devra se comparer à l'extérieur. Il n'y a aucun moyen de se situer dans l'évolution. L'évolution, elle est psychologique, dans l'évolution, qu'en regardant par rapport à l'extérieur. Je comprends plus ce qu'il dit, je comprends plus ce que je lis. Il y a déjà une relation avec l'extérieur qui va amener l'individu à détecter un jour, à un moment donné, je comprenais tout, puis là, je ne comprends plus. Donc, j'ai l'impression que j'évolue, que j'involue. Donc, l'individu arrive tout de suite à lentement ancrer en lui un phénomène conscient ou inconscient qui va le relancer sur le chemin de la compétition par rapport à lui-même ou même par rapport à l'extérieur. Bon, en soi, lui, il comprend tout le temps, il n'a rien compris, j'ai compris, fait que ça va mieux. Il y a bien des processus qui sont dans le domaine de l'inconscient, mais qui relancent toujours l'individu sur le phénomène de la compétition. Se situer par rapport à l'évolution veut dire se sécuriser par rapport à un processus dans lequel on démarche. Alors, je suis sécurisé si j'ai l'impression que j'évolue, ou je suis sécurisé si je suis rendu à tel niveau d'évolution.
même si on n'a pas d'orgueil ou de snobisme exprimé par la situation au niveau de notre évolution, on veut se sécuriser. Et dans l'évolution, il n'y a pas de sécurité. Jamais un initié va se demander où il est placé. Et jamais il ne comparera à personne. Se situer, l'importance de se situer dans notre évolution, elle n'existe pas. C'est un danger, c'est un piège. Voyez-vous, vous devriez être capable de vivre l'instant présent, disons jour après jour, mais sans nécessairement avoir à savoir si ce que vous avez fait était meilleur ou moins bon, ou était digne d'une personne évoluée, ou quoi que ce soit. Laissez-vous aller, laissez-vous simplement aller, il y a des transformations qui vont se faire, vous allez découvrir des choses. Tout ce que vous découvrez qui démette chez vous une transformation, voyez-le comme étant naturel, comme étant tout à fait normal. Alors, vous ne le verrez pas comme étant un moyen de vous tuer. Je viens de m'améliorer, donc c'est anormal. C'est pas naturel. C'est nouveau pour vous. Et on exprime plus dans cette énergie-là le fait que c'est anormal. Donc, je devrais être normal. Alors, on risque de se freiner et on risque aussi de déguster la normalité de la supériorité, donc de l'avancement, pour se relancer encore en compétition. Je suis capable de faire bouger un objet à distance, télékinésie. Calculez ça comme étant normal. Dites-vous pas que vous ne l'avez jamais fait et que vous venez d'avancer. C'est pas un symptôme d'évolution, c'est un symptôme de télékinésie. L'enfant qui se met à sauter, il pense qu'il est rendu un dieu. C'est un symptôme bien normal. Même l'individu qui ne marche jamais se met à marcher, mais qu'il voit donc ça comme étant normal. Il va attirer à lui beaucoup plus de processus anormaux qu'il devra toujours voir comme étant normal parce qu'il n'aura pas l'idée que c'est anormal en trouvant ça. Oh, je fais bouger ça, c'est incroyable. La première fois que j'ai rencontré un chevreuil dans le bois, j'ai tellement été ébloui par le chevreuil qui était près de moi et qui broutait que j'ai émis suffisamment d'anormalité dans mon expression qui m'a repéré puis s'est sauvé. Alors, j'ai pas délecté longtemps. Dégusté longtemps. Une autre fois, j'ai vu 3 chevreuils. Je suis apparu, je les ai vus. Je me suis retourné vers un de mes amis, puis je lui ai dit, viens vite voir, il y a 3 chevreuils. Ben, il a vu 3 queues qui s'en allaient. Bon. Un autre moment donné, j'en ai revu un autre. Puis je l'ai regardé, puis j'en ai profité pour trouver ça beau, puis j'ai continué, puis j'ai laissé là. Puis c'est la première fois qu'il ne s'est pas sauvé. Parce qu'il ne s'est rien passé. Mon énergie exprime de la sécurité pour les animaux dans le bois. Donc j'ai une très grosse affinité avec les animaux. Mais, exprimant cela, le chevreuil était déjà bien parce qu'il ne captait rien. D'un coup, il capte quelque chose d'encore mieux. Mais il ne capte pas d'anormalité. Il n'y a rien d'exprimé. Alors, ce qui fait que je le regarde, puis je continue. N'importe qui aurait dit, « Ouais, mais t'as manqué l'occasion de le voir. » J'ai rien manqué du tout, parce que j'en ai revu par après. C'était normal pour moi de tomber nez à nez avec un chevreuil qui ne se sauve pas. Normal, même la première fois, c'était normal. Et c'est pour ça que ça a été normal. Parce que c'était normal. Alors, l'individu qui se situe dans son évolution, les animaux ont peur de lui, d'un coup, les animaux l'aiment. Il part en criant, puis ça va le dire à tout le monde. Ou bien non, il se le dit à l'intérieur de lui-même. Qui est le phénomène de constatation, par sa psychologie, de l'anormalité du cas, de l'événement. Alors, se situer dans l'évolution, ça ne sert à rien, et ça ne peut réengendrer ou augmenter le processus de la compétition, ce qui n'est vraiment pas l'état désiré pour l'homme. OK, une autre question. Peux-tu expliquer comment une personne peut évoluer sans qu'il y ait compétition avec soi-même? Je n'ai pas besoin de l'expliquer, c'est évident qu'elle va évoluer. Il faudrait plutôt expliquer ce que j'ai fait, pourquoi elle n'évoluera pas, ce que j'ai déjà fait. La compétition avec soi-même, c'est simplement que vous compétitionnez votre effectivité, votre expressivité à partir de concepts que vous avez. Alors, j'aurais dû faire ça et je ne l'ai pas fait. Je vais donc m'améliorer pour arriver au point où je vais faire ce que j'ai comme idée que je devrais faire. Si votre idée n'est pas bonne, ben, je m'améliorerai pareil jusqu'à temps que je ferai plus bon pantoute, que je ferai exactement ce qui est mon concept. Les individus qui ont comme concept, puis dites-moi pas, oui, mais eux autres qui n'ont pas compris, c'est le même processus. Ils luttent avec eux-mêmes. L'individu qui fait des poids et haltères, puis qui devrait arriver à lever 600 livres,
Mais à un moment donné, il se promène comme ça, parce que les muscles sont suffisamment développés qu'il ne peut plus les accoter comme nous autres. Il ne peut plus lever son bras comme ça, parce que ses deltoïdes l'empêchent de fonctionner comme il faut. Il y a un paquet de phénomènes qui va se passer au niveau de sa vie, et en vieillissant, parce qu'il ne pourra pas continuer, parce que gonfler des muscles et les entretenir en leur donnant de la force, c'est différent. Mais l'individu s'améliorait. L'individu est en compétition avec lui-même, et l'individu croyait réellement qu'il se développait. Mais il ne faisait rien d'autre qu'exprimer une compétition évolutive dans cette psychologie, pas dans la réalité. Alors l'être qui veut devenir de plus en plus en paix peut faire des manifestations non violentes, peut se laisser violer ou se laisser tuer sur le coin de la rue. Mais cet être-là va à l'encontre de l'évolution même de la planète Terre, où tu dois premièrement rester en vie pour opérer une transformation dans... Une transformation dans ta psychologie, dans toi-même, qui va rayonner à l'extérieur de toi pour transformer l'extérieur. Et l'extérieur étant transformé, ça va te permettre un cadre où tu vas pouvoir encore plus te transformer pour continuer à retransformer l'extérieur qui va te donner la possibilité de continuer. Si tu meurs, tu transformes quoi? Ceux qui meurent pour une cause, c'est les lâches. C'est bien plus dur de vivre pour une cause que de mourir pour une cause. Tu n'as plus de problème après, pour l'instant. Alors, ce qui arrive, c'est que la personne qui est en compétition avec elle-même ne sait pas du tout sur quoi baser sa compétition. Tu dois être en paix. Alors, si tu es en compétition avec toi-même pour être en paix, tu n'es pas en paix. Alors, déjà, par terre, tu ne peux pas être en paix parce que tu exprimes le fait que tu n'es pas en paix, tu es en compétition. Oui, mais j'ai une idée de ce que c'est qu'être la paix, alors je vais essayer d'atteindre ça. Ça, c'est une démarche par palier. Escalier, 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 palier. Palier veut dire stagnation. Quand tu atteins cette démarche-là, tu as deux processus qui s'enclenchent. Un troisième, mais très rare. Tu en as deux réels qui s'enclenchent. Le premier, la désillusion. Tu arrives sur un palier, puis en fin de compte, c'était pas comme je pensais réellement. C'est ce que tu voulais atteindre, mais c'était pas ce que tu pensais. Tu pensais qu'en levant 600 livres, tu aurais la paix, tu n'as pas la paix, mais tu lèves 600 livres. Tu pensais qu'en ayant lu 20 livres d'ésotéristes, tu comprendrais, tu as lu les 20 livres et tu ne comprends pas plus. Tu pensais qu'en faisant du ballet jazz, tu pourrais t'exprimer plus. Tu fais du ballet jazz, tu t'exprimes plus dans le ballet jazz, mais tu parles toujours pas plus. Tu pensais que des illusions, puis tu t'écrases. Premier processus rendu au palier. Deuxième processus, tu crois avoir atteint le sommet et tu restes stagnant là. Jusqu'à temps que tu te désillusionnes ou que tu repartes le processus de compétition jusqu'au prochain palier où, à un moment donné, veut pas, il y en a un qui va t'attendre avec une belle grosse désillusion en plein visage. Le troisième, qui est très rare, c'est que rendu là, tu continues tout de suite le processus de perfectionnement, donc de compétition, mais veut pas, tu t'arrives toujours en haut à un moment donné, tu vas te faire écraser. Tu vas te rendre compte qu'en compétitionnant avec toi, tu n'as pas développé ton intégralité, tu n'as développé qu'une élite en toi. Et quand tu découvres ça, désillusion, tu as encore toute la job à recommencer que le reste que tu as oublié. Alors, la compétition en soi, c'est ce qui nous a été enseigné, c'est difficile de comprendre que c'est pas un processus évolutif. Pourquoi? Parce que c'est un processus d'évolution dans l'expressivité de l'élite qu'on a à l'intérieur de nous. Alors donc, je deviens plus perfectionné en dessin, moins dans ma vie. Tout ça, on compétitionne depuis le début des temps, à l'extérieur et à l'intérieur. Mais on est toujours à la quête de la paix, à la quête de la compréhension des processus, à la quête de l'élimination du karma, à la quête de la compréhension des souffrances, à la quête de la compréhension de tous les mécanismes, à la quête de réussir à échanger une connaissance sans que tu déformes, sans qu'on s'engueule, donc un échange réel, télépathique ou n'importe quoi. On est toujours dans la même quête. Après la quête du feu, on a le feu interne, puis on n'a plus lâché. Alors, la compétition amène l'individu à quoi? Elle l'amène à un processus d'évolution illusoire jusqu'à temps qu'il perde. Là, il s'écrase, il marche plus, il oublie, puis il va développer ce qui marche déjà. L'individu a de nature tendance à développer ce qui va déjà chez lui et à essayer d'enterrer avec ça ce qui marche pas. Alors, ce n'est pas une compétition. L'individu intelligent qui ne fonctionne pas en compétition. Maintenant, soit dit en passant, il y a un individu qui n'a pas suffisamment de mental en lui, se doit d'être compétitif. Parce que seule la compétition va amener le développement du processus mental. Il est vrai. Mais dans la société d'aujourd'hui, et dans les enfants qu'on a, et dans les adultes qu'on a, on a suffisamment d'énergie mentale pour comprendre
un processus pour pouvoir éliminer la compétition qui nous amène par essai et erreur à arriver quelque part. Alors, la compétition n'est plus de mise dans l'éducation. Pourquoi? Parce qu'elle empêche l'énergie intelligente de venir vous donner un savoir instantané. Vous ne voulez pas avoir un savoir instantané, vous avez une idée de ce que vous voulez avoir, puis vous voulez avoir ça. Vous voulez rencontrer Dieu, vous avez une idée de qui est Dieu. Et vous pouvez, de par une démarche, que vous décidez. Une démarche compétitive, évolutionnaire, illusoire, celle de vouloir copier le Nazaréen, Jésus-Christ. Il y en a plusieurs qui essayent, il y en a qui vont se faire crucifier à la Pâque, il y en a qui vont essayer de vivre comme lui, il y en a qui vont copier des saints, il y en a qui vont copier le pape, il y en a qui vont copier des maîtres, des idoles de films, des n'importe quoi. Ça, ce sont des concepts amenés et tu essaies de les copier. Donc, tu crois que tu vas t'améliorer quand tu vas arriver à ressembler à un tel. Et c'est une démarche de compétition. Mais tu ne peux pas ressembler à un tel sauf dans l'apparence, parce qu'un tel n'a jamais été en démarche de compétition pour ressembler à lui-même. Et c'est pour ça qu'il est devenu ce qu'il était. Pas l'homme qui veut le compétitionner et qui veut devenir comme lui. Vous voulez être supérieur à un autre. Mais n'oubliez pas que votre expressivité de vous-même, dans l'éther extérieur, donc dans l'astral, ce qui va amener un contexte matériel pour vous permettre de continuer à évoluer. Soit parce que vous allez créer un cadre où vos enfants vont être capables de tellement bien se transformer qu'ils vont vous accepter une fois vieillard et qu'ils vont vous enseigner. Donc, vous avez créé un cadre adéquat à votre évolution. Mais si on a un cadre de compétition, on doit de toute façon écraser des choses en nous ou des choses de l'extérieur. Et à un moment donné, on ne crée pas par la compétition un cadre adéquat pour continuer à se perfectionner. On crée un cadre adéquat à une certaine élite. Et vous risquez un jour de ne plus faire partie de cette élite-là, de par votre vieillissement cérébral ou physique. Alors, vous n'aurez plus de cadre adéquat. Ce qui fait qu'on a des sociétés comme on a présentement. Si je suis en compétition par rapport à l'extérieur, je me voue à créer un cadre sociétaire qui va toujours, un jour ou l'autre, m'empêcher de continuer à fonctionner. La compétition envers soi, elle n'est pas bonne parce qu'elle amène du monde au suicide, elle amène du monde au désespoir, elle amène du monde à des désillusions, puis elle amène du monde sur des chemins qui ne sont pas bons. Parce qu'ils luttent pour arriver quelque part. Mais ils ne savent pas à quoi ça ressemble quelque part, ils n'en ont aucune idée. Une idée, c'est l'interprétation d'une réalité, mais ce n'est pas la réalité. Et plus l'idée s'éloigne, si vous n'avez jamais eu le contact avec la réalité, votre idée, elle est fausse en tabarouette. La compétition intérieure, non. Améliorez-vous dans quoi? Dans tout ou dans rien, mais améliorez-vous. Spécialisez-vous pas. La spécialisation, c'est une idiotie. Même dans notre société. Parce que l'être humain peut faire tout ce qu'un être humain peut faire. Alors pourquoi se spécialiser dans une chose? Dur à comprendre, absolument pas. Puis de plus en plus, ceux qui sont dans les universités se rendent compte qu'effectivement, ils peuvent être astrophysiciens en même temps que médecins, puis en même temps que mécaniciens, puis en même temps qu'etc. Le cerveau humain fonctionne à 1/10% des neurones que l'on... 1%, 10%, disons 1/10, des neurones que l'on connaît. Mais il y a 10 fois plus de cellules cérébrales qui ne sont pas des neurones comme on les connaît. Alors le cerveau de l'homme fonctionne à 1/10% de ce qu'il devrait fonctionner. Alors il ne faut pas avoir peur qu'à un moment donné, on ne puisse pas comprendre qu'on a trop de choses dans notre tête. Pas en termes d'expérience que le mental peut se servir. Améliorez-vous dans rien puis dans tout, et puis cherchez, ayez une quête, c'est tout. Vous venez ici, vous apprenez des choses, il y a des choses qui peuvent être efficaces dans une réalité, d'autres choses non. Vous allez ailleurs, il y a des individus qui viennent aux conférences, qui viennent à mes conférences, qui vont aux conférences de spiritualistes. Ce qui n'est pas mon cas, moi c'est plutôt mentalisateur, au niveau mental. D'autres vont à des conférences de magie noire, ils viennent ici. Et certains vont dans le spirituel, dans la magie noire, dans des trucs électoraux, ici, dans plusieurs autres conférences. Et c'est les individus les plus équilibrés qui viennent ici. Parce qu'ils sont capables d'aller chercher un peu partout n'importe quoi. C'est pas du monde perdu. Ils sont perdus en ce sens qu'ils ne peuvent pas nous dire « je démarche pour aller là ». Donc tu es perdu. Toi, tu démarches pour aller là. Là, tu ne sais même pas c'est quoi. Tu es perdu comme celui qui démarche pour aller nulle part. Tu es plus perdu parce que tu ne t'en rendras même pas compte. La compétition, elle n'est pas bonne à l'intérieur de l'homme, mais l'homme doit s'améliorer. Pas pour. Il doit s'améliorer. Mais pas pour rien.
Reparle, s'il te plaît, de la compétition intérieure. Quelle attitude avoir pour établir l'harmonie? Observer la compétition et quoi? Bon, c'est sûr que l'observation des mécanismes internes lors d'une compétition intérieure, vous avez quelque chose qui vous fait peur, cette peur-là, il peut y avoir un phénomène mental qui va essayer d'exprimer le courage. Et vous avez une lutte entre deux énergies, entre deux corps, l'intellect et la psychologie de votre astral. Le fait d'observer la peur qui lutte contre la psychologie détruit en même temps la peur et le courage. Vous n'avez plus peur et vous n'avez plus besoin de courage, parce que vous n'avez plus peur. Alors automatiquement, vous êtes dans un état d'être qui va durer aussi longtemps que vous ne recommencerez pas à avoir peur ou à vouloir être courageux. Alors la compétition à l'intérieur de l'homme, la compétition au niveau du mental. Le mental veut maîtriser l'astral. L'astral mental veut détruire l'astral. Celui qui veut détruire l'astral, c'est l'astral. L'astral mental, qui ne sait même pas ce qu'il fait. Il y a une compétition chez l'homme. Vous regrettez des choses. Vous avez une compétition déjà entre deux concepts et entre un concept de l'intellect qui vous dit que ça aurait été plus efficace telle chose et la mémoire de ce que vous avez fait qui est aberré. Et toutes les compétitions à l'interne sont des mécanismes qui vous gaspillent de l'énergie psychologique, astrale, vitale et physique parce que vous exprimez cette lutte-là à l'intérieur de vous. Par un shake, par un tremblement, par un ulcère, par n'importe quelle pathologie. Les mécanismes même de la lutte, de la compétition intérieure chez l'homme sont des mécanismes qui vont amener l'homme à brimer son expressivité de l'astral. Un individu qui se mentalise, un individu qui se supramentalise, donc qui se conscientise, est un individu qui reste chaud, qui a des émotions, qui a une expressivité de ses émotions, mais qui garde un mental jamais coloré, jamais teinté par l'expressivité de son émotivité. Il a des émotions, mais jamais celles-ci vont venir ternir le mental. Pourquoi? Parce qu'il est en état de conscientisation, il n'a pas de lutte à l'intérieur. Une lutte à l'intérieur, chaque fois que votre astral vient teinter une décision mentale, l'exemple que je donne le plus souvent, vous voulez acheter une auto, elle est jolie. Votre mental vous dit, vous n'aurez jamais les moyens de la payer. Votre astral vous dit, c'est pas grave, achète-la, après ça tu verras. Alors là, il y a une compétition entre le mental et l'astral. Compétition qui brime le mental et qui amène la psychologie à faire des choses qui ne sont jamais adéquates et jamais efficaces. Il y a un temps où le mental évolue suffisamment pour vouloir, à un moment donné, fermer la trappe à l'astral. Donc, le mental va dire, je vais me contrôler. L'astral intellectuel peut dire, je vais me contrôler. Elle va contrôler quoi? L'autre astral. Il y a déjà lutte entre l'intellect et l'astral. Mais il peut y avoir lutte entre le mental, qui est l'intellect adulte, avec l'astral. Et là, on va avoir un processus où l'individu va tenter de brimer complètement l'expressivité de sa psychologie. Ce qui est extrêmement dangereux. J'ai plus besoin de ma femme, j'ai plus besoin de mon mari, mes enfants, c'est pas plus grave que ça, tout l'extérieur, je m'en fous. Et puis moi, je ne fais que travailler pour évoluer. C'est une quête reliée à l'astral où on va avoir une compétition entre le mental et la psychologie. Plus d'expressivité. La sensiblerie, c'est pas bon, la sensibilité, c'est nécessaire. L'émotivité, c'est bon, mais un excès d'émotion, un excès d'émotivité non contrôlé, c'est-à-dire qui s'exprime n'importe quand, sans relation efficace avec l'extérieur, c'est une aberration. Mais le mental va finir, à un moment donné, par faire donner suffisamment de confiance à l'astral pour que l'astral, la psychologie, permette au mental de déterminer quand il doit rire, quand il doit aimer, quand il doit exprimer une psychologie. Et ça va se faire quand il n'y aura plus de lutte à l'intérieur de l'homme. Finalement, ce qui devient difficile pour l'homme, c'est d'en arriver à être capable, quand tu es avec d'autres gens, de susciter la vie dans ces personnes-là sans susciter de compétition. Exactement. Il n'y a pas de compétition. Moi, je m'adresse de temps en temps à des personnes. J'ai des amis qui viennent à mes conférences, mais ils ne me voient jamais comme un être supérieur, parce que entre eux ou entre moi, il y a un phénomène d'énergie. Je suscite, ou nous suscitons, un état de non-compétitivité. Alors, ce qui fait qu'on peut sortir, on peut camper, on peut s'amuser, on peut manger, on peut faire plein de choses. Et quand je parle, disons, de quelque chose d'intelligent
ils vont m'écouter, ils vont respecter ce que je dis, pas moi, ce que je dis. Hein, tu te mets pas en joue devant la radio parce qu'à la radio, tu entends quelque chose d'extraordinaire. Alors, c'est la même chose. Mais on n'a pas de compétition entre nous deux. Par contre, avec d'autres individus qui sont dans des marches compétitives, ils me voient plus haut qu'eux, ce qui n'est pas une chose évidente. Ils n'en savent rien. Ils le croient, mais ils n'en savent rien. Hein? Et les individus qui vont démarcher dans l'ésotérisme, dans la spiritualisation, dans n'importe quoi, sont compétitifs et ont toujours un maître ou une énergie supérieure en haut d'eux. Quand moi je parle d'énergie supérieure, je parle d'énergie qui vibre plus rapidement. Je parle pas d'énergie auquel je vais aller me mettre à genoux. Même si je rencontrerais le plus Dieu des dieux, jamais j'irai me mettre à genoux. Pas parce que je suis orgueilleux. Parce que je sais que l'autre, il va me donner un coup de pied en pleine face si je fais ça. C'est pour ça que je n'irai pas le faire. Alors, il n'est pas question d'orgueil, mais je ne suis pas en compétition. On va se serrer la main, on va jaser. Ce que j'ai à apprendre, je l'apprends. Mais c'est tout. Il y a un échange d'énergie. Quand tu bois de l'eau, tu ramasses des minéraux là-dedans. Tu n'es pas capable de les faire, les minéraux. Puis c'est l'eau qui te donne les minéraux. C'est l'eau qui, les minéraux te gardent en vie. Tu respectes l'eau. Ben, respecte-la en ce sens et garde-la pure, tu en auras besoin. Mais tu te mets pas à genoux dans l'eau. Tu te baptises dans l'eau parce que l'eau lave ton corps et amène avec elle des vibrations psychologiques, donc de l'extérieur. Alors le baptême, c'est une purification extérieure. Mais tu ne défies pas l'eau, ni la nourriture. Ça veut même dire qu'un cochon, c'est sale, puis tu le manges, puis c'est lui qui te garde en vie. Alors la compétition, elle ne devrait pas exister dans aucun échange, puis dans quoi que ce soit, parce que c'est elle qui crée des murs, c'est elle qui crée des frontières, des fossés, puis des n'importe quoi. C'est juste la compétition, à l'interne comme à l'externe. Il est où, Daniel, le pouvoir réel de l'homme? Ne tombe pas dans le trip la puissance de l'homme plutôt que tomber dans le trip du pouvoir de l'ego? Bon, la puissance qu'a l'homme, c'est simplement la possibilité et la capacité qu'il est le seul à avoir de pouvoir exprimer des énergies. Le problème, c'est que l'homme exprime l'énergie de la psychologie astrale et celle-ci bloque l'expressivité des autres énergies. Alors, elle va laisser passer les autres énergies selon ce qu'elle désire et elle va les colorer. C'est-à-dire que 1% d'énergie mentale passe avec 99% d'énergie psychologique, donc l'expressivité est une teinture du mental ou une teinture du supramental. Mais l'être humain a comme puissance extraordinaire et exceptionnelle le fait d'être capable de pouvoir laisser traverser, donc de pouvoir se laisser traverser et d'exprimer de l'énergie mentale, mais surtout l'Esprit Saint, donc l'intelligence active, l'énergie supramentale. Mais il doit parfaire ses canaux, c'est-à-dire qu'il doit enseigner l'homme global, l'homme mental, astral, vital et physique, l'homme dans son intégralité. Il doit enseigner à ce maudit corps-là qui est l'astral à arrêter de limiter et de décider comment une énergie va s'exprimer. Je t'aime, puis toi je t'aime pas. Alors mon astral dit encore de déterminer comment l'énergie de l'amour s'exprimerait. Toutes les formes d'énergie sont teintées par l'astral présentement. Mais l'homme a un pouvoir extraordinaire. Il peut laisser s'exprimer un égrégore astral à travers lui. Donc, il devient mage ou sorcier. Il peut laisser exprimer une énergie qui peut être de l'amour psychologique, où il va donc aimer et il va avoir une relation. Mais il brime toujours les autres formes d'expressivité des énergies. Parce que l'amour qui s'exprime chez l'homme, c'est un amour psychologique. Et il n'y a pas d'amour supramental, donc il n'y a pas d'amour divin. Parce que l'amour divin va faire en sorte que tu vas même aller jusqu'à tuer. Prends juste l'idée que tu te promènes un jour et que tu rencontres un maître, un individu initié. Maître parce qu'il se maîtrise. Et non pas maître parce qu'il te maîtrise. Bon. Alors, pas un maître comme on rencontre souvent. Un vrai. Bon. Comme on n'en rencontre pas. Alors, tu rencontres un maître. Ce maître-là te dit, toi tu lui demandes, je veux apprendre avec toi. Alors, le maître te dit, parfait, suis-moi, mais à une condition, je veux pas que tu me poses une seule question, jamais. Prends mon énergie, puis vois. Alors, le maître s'en va, se promène. Et puis, à un moment donné, il arrive à un endroit, il voit une chaloupe, il demande aux personnes à qui appartient la chaloupe s'il peut l'emprunter pour traverser une rivière. Les personnes lui disent oui, je la loue. Alors, le maître paye, prend la chaloupe avec toi,
traverse la rivière. Rendu de l'autre côté, il prend une grosse roche, puis il défonce toute la chaloupe. Puis là, le maître s'en va. Alors toi, féru d'évolution, de paix, de tout ce qui est divin, ben là, le maître, l'autre, il prête sa chaloupe, puis l'autre, il la défonce toute, puis ils n'ont plus. C'est leur seule chaloupe qu'il y avait, puis c'est des pêcheurs. Alors, il ne peut même plus pêcher. Alors, le maître s'en va, gentiment, gaiement. À un moment donné, le maître arrive à un endroit où il y a un immense mur de pierre. Et puis là, le maître, il dit, bon, ben, cache-toi parce qu'il y a du monde qui s'en vient et ils sont pas corrects. Alors, le maître se cache. Or, même mieux que ça, le maître, il se cache tout court puis il dit rien. Alors, tout est là, puis tu regardes le maître, puis le maître, il dit, ben, t'es mieux de te cacher parce que ça te fait attaquer. Alors, tu décides de te cacher, puis t'as une troupe de cavaliers qui passe. Puis tu vois que c'est des batailleurs, c'est des guerriers, des mauvais. Bon, des forces du mal. Alors, une fois qu'ils sont passés, le maître se relève, il revient. Les cavaliers ont détruit un mur, puis ont attaqué une famille. La famille, qui est une maison sur le bord du mur. Le maître arrive, il commence à rebâtir le mur. Pendant ce temps-là, le monde, ils se font attaquer par les bonhommes, mais ils arrivent à se cacher dans un trou. Alors, toi, tu lui demandes, au lieu de faire le mur de pierre, on n'aurait pas pu aller les aider. Fait que le maître, il te dit, ben, tu te souviens, hein, tu me poses pas de questions. Alors, le maître, il continue, il arrive dans un endroit où c'est un petit village sur le bord de la mer. Puis t'as un enfant qui est extraordinaire, qui est beau, qui est joli. Il a à peu près 8 ou 9 ans. Alors le maître s'approche de l'enfant, puis il étend son poing en pleine face, puis il défigure ad vitam aeternam. Le maître s'en va. Alors toi, t'en peux plus. Alors tu sautes sur le maître, mais le maître, c'est un féru d'arts martiaux. Alors le maître, il te place gentiment à terre, puis toi, il s'en va. Alors là, tu reviens, puis tu l'engueules. Le maître s'en retourne et dit, bon, là, je veux plus que tu me suives, je vais t'expliquer. Premièrement, les cavaliers, je savais qu'ils viendraient. Alors, si on aurait laissé la chaloupe dans son état, ils auraient pris la chaloupe, ils auraient attaqué les pêcheurs, puis les auraient tués. Alors, j'ai détruit la chaloupe pour que les cavaliers ne les attaquent pas. Deuxièmement, dans le mur, je savais que les personnes de la maison ne se feraient pas tuer. Dans le mur, il y avait une bourse, plein d'argent, c'était toute leur possession. Alors, j'ai refait le mur pour recacher la bourse, pour pas que les pillards la trouvent. Puis deuxièmement, l'enfant que tu as vu là, c'est un tyran. C'est le plus beau de ce village-là, et puis par sa beauté, il réussit à soumettre tout le monde. Et plus tard, ça aurait été un être absolument diabolique. Alors, défiguré comme il est là, il va vivre, mais il va apprendre, puis il va devenir un pécheur comme les autres. Bon, en attendant, tu comprends rien, va-t'en, je veux rien savoir. Puis le maître s'en va. Alors, entre l'expressivité d'une divinité, puis ce que c'est réellement qu'une divinité, il y a deux choses. Un individu qui a l'harmonie, qui a la paix, n'exprime pas, ou qui a l'amour, n'exprime pas l'amour comme on la voit peut-être chez les individus qui t'accrochent au bord du métro puis qui t'aiment. Tu sais, des individus qui ont une forme d'amour, mais ce n'est pas l'amour. Le maître que je viens de te parler, c'est le maître qui a été inventé par Bruce Lee et c'est celui qui est dans Le Cercle de Fer, le film dont je t'ai parlé. C'est un film d'art martial. Alors, tu vois, c'est un maître. Bon. Mais lui exprime l'amour. Mais l'amour pas de toi, l'amour de la race humaine en train d'évoluer. S'il faut que je te tue pour faire quelque chose, je le fais. Parce que j'aime la planète Terre. Toi, c'est pas grave, tu vas revenir dans un contexte meilleur. Alors, il n'y a rien là. L'amour humain, l'homme ne sait pas c'est quoi, et l'homme exprime une forme d'amour qui est l'expressivité de l'astral. Quand l'homme arrive à ne plus être en compétition, il n'exprimera pas qu'une forme d'amour pour bannir la violence. La violence, c'est une forme d'amour quand c'est le mental qui la dirige. Pas quand c'est l'astral, mais quand c'est le mental. Le mental est toujours relié au supramental. Alors, ce qui fait là-dessus, c'est que ta forme d'expressivité, l'homme a le pouvoir et la puissance d'exprimer les énergies. Mais l'homme s'évertue surtout à exprimer l'énergie de la psychologie dans toutes ses formes. Et là, c'est une aberration. D'ailleurs, ça donne ce qu'on a présentement ici. Ça fait 2000 ans qu'on enseigne la paix et l'amour suite au passage d'un individu qui vient pour lui, et puis on est toujours en guerre, parce que ceux qui veulent pas la paix, ben, on leur enseigne avec la force. Bon, alors on fait le bien, mais on le fait mal. Alors on a des conflits comme on les a présentement. Si tu arrives à exprimer, à réellement être puissant, la puissance, c'est quoi? C'est pas l'expression de l'orgueil. La puissance, c'est l'expression d'une énergie supramentale qui va donc être canalisée par l'énergie mentale et qui va s'exprimer par le reste des corps planétaires, le reste des corps inférieurs, ce qui est l'homme. Et automatiquement, tu as la connaissance instantanée. Tu te poses pas de questions, tu le sais. Et tu agis en fonction d'une chose intelligente, d'une efficacité. Tu es, non seulement, tu vas voir les conséquences de tes actes et de tout ce qui se passe, donc tu es relié au plan divin, hein, comme on a déjà vu, et automatiquement, l'individu est puissant. Puissant comme tous ceux que l'on veut copier, comme tous ceux que l'on veut plagier. Mais on ne sera jamais puissant comme eux, parce qu'on ne passe pas par le même chemin qu'eux. Eux ont passé par un chemin, et nous, on passe par le chemin du copiage.
par le chemin de la compétition. On veut s'améliorer. L'individu qui veut s'améliorer va découvrir un jour qu'il ne doit plus s'améliorer. Ça veut dire qu'il ne doit plus vouloir s'améliorer. Qu'il doit s'améliorer, mais qu'il va s'améliorer, qu'il n'a pas le choix de s'améliorer. Alors, améliorez-vous. Mais c'est tout. Je veux pas être pur, je veux être. Être quoi? Être. Alors, améliorez-vous. Dans tout, limitez-vous pas. Perfectionnez pas ce qui est déjà bon en vous. Travaillez sur ce qui n'est pas bon, parce qu'un jour, vous allez devoir le payer. Vous allez devoir tourner en bas. Ça, il faut faire énormément attention. Alors, ce qui fait que, si on regarde la puissance de l'homme, c'est la puissance d'exprimer des énergies. Puis les énergies qu'on peut exprimer sont bien plus puissantes qu'on peut penser. Les seules formes, même le Nazaréen, ce qu'il exprimait comme une énergie, c'était relié, teinté, disons, par l'astral planétaire, qui n'était pas tellement évolué à cette époque-là, et c'était très limité. Alors, ce qui l'a amené à dire qu'un jour, vous autres, les hommes, feraient bien mieux que lui, parce qu'on aurait un contexte planétaire vachement mieux que ce que lui avait. Lui, il était peint, par-dessus sa tête. Alors, on a un contexte plus facile, les énergies, on devrait faire beaucoup plus. Mais on est encore, et on sait là-dessus toujours, on est des irréductibles, et puis on ne veut qu'exprimer l'astral, un peu de mental, un peu de supramental, mais bien teinté par l'astral, parce que ça risque de nous faire peur. L'homme va être puissant, puis l'homme il l'est, quand il va être capable d'exprimer cette énergie-là. OK, je pense que tu as répondu à la question suivante, qui demandait une réponse, disons, peut-être à soir. L'autre jour, tu as dit que l'homme ne savait pas ce qu'était l'amour. Il ne pourra jamais le savoir. Pourquoi nous dis-tu des choses dans ce genre? Si d'avance tu sais qu'on ne saura jamais, pourrais-tu élaborer un peu plus afin que je ne sois plus tourmenté? Merci. Pas de problème, on va finaliser sur l'amour. Le fait de rechercher l'amour, c'est de rechercher l'idée qu'on a de ce que devrait être l'amour ou de ce que pourrait être l'amour. Alors, le fait de rechercher quelque chose dans la réalité qui pourrait cadrer avec une idée que l'on a, prouve qu'on ne sait déjà pas c'est quoi l'amour, mais le fait de savoir qu'on ne le saura jamais. Pas l'homme présent, l'homme nouveau, oui. Puis l'homme nouveau, c'est pas vous autres qui allez décider que vous êtes nouveau. Bon. Alors, ce qui fait que l'homme ne le sait pas, et c'est bon que l'homme sache qu'il ne le sait pas, parce que la base de l'équilibre dans l'évolution, c'est quand l'homme sait ce qu'il sait et sait ce qu'il ne sait pas. C'est le début du discernement. Puis ce discernement-là, on doit l'acquérir. Alors, ce qui fait que l'amour, l'homme ne le connaîtra pas en ce sens que l'homme ne pourra pas l'expérimenter pour pouvoir le mémoriser. Donc, l'homme ne saura jamais ce qu'est l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui se vit dans l'instantané et qui n'est pas mémorisable. La seule chose qui est mémorisable de l'instantanéité, de l'expressivité de l'amour, c'est simplement une interprétation d'un fait, une interprétation d'une expressivité instantanée, donc une idée. Alors, vous avez fait l'amour avec votre femme, avec votre mari, vous arrivez à un moment donné à une certaine extase que vous ne pouvez pas expliquer, que vous ne pouvez pas mémoriser. Vous en avez une idée de ce que c'est, mais l'idée est bien bonne. Mais c'est même pas ça que vous obtenez. Mais cette fichue idée-là, de l'extase vitale, c'est pas une extase d'amour, c'est de l'énergie vitale. La relation sexuelle, c'est vital, c'est pas au niveau psychologique. Au niveau de l'amour, en tout cas. Psychologique un peu, mais c'est de l'énergie vitale qui circule. Et cette énergie-là, on en a une idée. Avec notre psychologie d'amour, tout ce que ça peut créer dans notre mémoire, l'idée, disons, la jouissance qu'on a eue, qui n'est même pas représentative de ce qui s'est passé. Hein? On ne peut pas définir ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que c'était un échange d'énergie vitale, mais d'énergie pure, dans une instantanéité, sans temps. Alors, on garde une idée bien plaisante, et cette idée-là a comme deux conséquences. Celle de vouloir nous amener à la recréer, donc on peut être déçu, et celle, quand on recrée un événement, de rechercher dans nos mémoires si ce qu'on vit fit avec ça. Donc, on brime l'événement qu'on est en train de vivre, puis on se rend compte que c'était pas aussi bon que l'autre fois. Bon. Alors, ce qui fait que, quand est-ce que c'est meilleur ou aussi bon, c'est quand tu t'en rends pas compte. Quand tu compares pas. Par après, tu te dis, hey, c'était bien meilleur. Bon. C'est de l'énergie vitale, mais c'est ça. Mais vous ne saurez jamais c'est quoi. Vous pouvez le vivre. Mais vous ne l'apprendrez pas, c'est quoi. Vous ne connaîtrez pas, c'est quoi. Ça se vit. Dans l'instantanéité. Et ça peut se vivre tout le temps. On n'en est pas à ce niveau-là, mais c'est dans l'instantanéité. Alors, dans ce sens-là, l'homme ne connaîtra, l'homme ne saura pas c'est quoi l'amour. Et rechercher l'amour, c'est rechercher quelque chose que vous ne connaissez pas, donc on recherche n'importe quoi, puis on espère que ça va fitter avec une idée qu'on a.
Alors, en ce sens-là, l'homme ne connaîtra jamais c'est quoi l'amour. Merci Daniel, et puis bonne fin de soirée à tout le monde.